Bonjour à tous. Au plan politique, l'Afrique de l'Ouest est actuellement en ébullition. À Cotonou, l'opposition crie et exige, comme dans un désert, la révision du code électoral. À Abidjan, c'est plutôt la réclamation de l'inscription de certains opposants sur la liste électorale qui cristallise les positions. Lomé vient de faire une transition vers une nouvelle république avec des innovations plutôt insolites. Je n'ai pas besoin de vous parler de la situation du Niger, du Burkina Faso et du Mali, avec justement des militaires au pouvoir. Vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir. La démocratie pose un petit souci actuellement, alors qu'il était présenté comme le système politique le plus juste, en tout cas parmi tous les autres qui existent. Tout semblait pourtant bien parti depuis Cotonou en 1990, à la fin de la conférence nationale des forces vives de la nation, avec cette vague de démocratisation qui avait semé un vent d'espoir. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que la démocratie des années 1990 est différente de celle qu'on a actuellement? En tout cas, on en parle sur cette émission, ce qu'il fallait démontrer avec mon fidèle compagnon Anissé Carlos Soké. Bonjour. Bonjour Tanguy. Entre la démocratie de 1990 et celle de 2020, y a-t-il vraiment une différence? Quand on voit un peu le schéma. Grosse question. Et il y a manifestement une grosse différence parce que quand on observe l'écosystème qu'il y avait en 90, avec la volonté des uns et des autres de ne pas paraître un frein à la démocratie, où chacun faisait un effort en tout cas pour jouer sa partition avec une certaine honnêteté, comparé à ce que nous avons aujourd'hui, oui, on peut dire qu'effectivement, il y a une grande différence. Une grande différence. Et on peut même conclure que la greffe que nous avons dû faire en 1990 de la démocratie sur notre système politique multiséculaire ne prend pas, et que par endroit, cette greffe est rejetée, et que partout où il y a des problèmes, on essaye d'apporter les solutions qu'on peut, même si pour ça, il faut tourner aussi le dos à la démocratie. Pour vous, ça veut dire que c'est les bases qui ont été mal posées, alors que moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un glissement qu'on a fait avec le temps. On peut voir ça sous plusieurs angles. Ce que moi j'observe, c'est que nous avons méconnu nous-mêmes les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs que nous avions depuis toujours et qui fondent l'organisation sociale dans laquelle nous avons progressé jusqu'à présent. Nous sommes allés prendre la démocratie telle que les autres la pratiquent et nous sommes venus la greffer sur un écosystème qui n'était pas forcément compatible en tout point. Et naturellement, il y a un rejet de cette greffe-là. Parce qu'il n'est pas possible que l'un après l'autre, tous les pays qui sont allés à la conférence nationale, qui ont choisi d'aller à la démocratie, commencent un à un à tourner le dos à ce qui, en 1990, paraissait comme une panacée. Donc, il y a un problème que manifestement, tout le monde essaye de contourner en faisant semblant de ne pas voir, mais qui existe réellement et qui est la cause, me semble-t-il, de ce rejet, parce que tout le monde s'accorde à dire que la démocratie, c'est le meilleur système qu'on puisse avoir aujourd'hui pour gérer la cité. Bon, mais si tout le monde s'accorde là-dessus, et que pendant qu'on met la démocratie en parenthèse, il y a toute une jeunesse qui applaudit, qui est heureuse de passer à autre chose, c'est que quelque part, nous avons loupé le coche. Quelqu'un disait que la démocratie, c'est d'abord la culture. Et quand on parle de culture, ça ne convient pas avec le contexte africain qu'on a. Est-ce que ce n'est pas fondamentalement ça qui explique que les gens ont du mal à s'adapter? Si en 90, on a fait semblant de s'accommoder à la démocratie, c'est peut-être parce que au départ, on en a fait, je dois dire, une exigence avec des situations d'accompagnement qui ont appuyé ces premiers gouvernements qui ont donc expérimenté la démocratie. Aujourd'hui, ce n'est plus un produit à vendre à qui que ce soit. Vous êtes en train de mettre la main là sur, le doigt du moins là sur quelque chose de fondamental. C'est que la démocratie, nous ne l'avons pas choisie. Elle s'est imposée et il y a eu tout un système pour nous accompagner et nous forcer à y aller. Et en nous accompagnant, on montrait à ceux qui ne faisaient pas comme nous que tant qu'on ne fait pas ce que fait le Bénin, on n'est pas favorisé. Donc, chacun y est allé à son rythme, mais toujours est-il que
aujourd'hui, chacun se retrouve face à une réalité que nous avons toujours fait semblant d'oublier, c'est que nous venons on va dire, d'un cheminement qui fait de nous des sujets et que jusqu'à présent, cette mentalité n'a pas été enrayée. Nous sommes en République. Et vous observerez, il y a un indice très simple. Tout le monde peut injurier le président de la République. Tout le monde peut cracher sur le président de la République. Tout le monde peut verser sa merde sur le président de la République. Mais vous ne verrez personne médire seulement d'un roi. Vous ne verrez personne dire des insultes à l'endroit d'un roi. Donc, dans son petit microcosme, le roi est encore plus important que le chef de l'État, qui, lui, a quand même la responsabilité de toute la République. Donc, si le citoyen béninois accorde une valeur sacrée à quelque chose, ce n'est pas au président de la République, c'est à son roi. Comment peut-on s'expliquer cette résistance? Ça fait quand même 30 ans, hein, sinon un peu plus, qu'on a commencé à parler de démocratie. En principe, il y a des enfants qui sont nés dedans, qui sont matures et qui n'ont pas appris autre chose justement que ça, notamment à l'école et dans leur quotidien. Et comment est-ce qu'on peut s'expliquer qu'ils ne sont pas arrivés à se l'intégrer et à intégrer ces principes et qu'on soit toujours encore attaché, comme vous le dites, à des valeurs séculaires? Parce que ces enfants ont été déçus et profondément déçus par tout le parcours que nous avons fait depuis 1990. Les jeunes n'ont rien tiré de ça. Les jeunes sont déçus parce que les politiques publiques n'ont pas tenu compte de leur apprentissage, de leur insertion, du fait que ce sont eux qui représentent l'avenir et que ce sont eux qu'on doit former. Les plus âgés se sont occupés à profiter et à jouir de la démocratie et font de l'ombrage aux jeunes jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que si Maître Adrien Ngwedji, à 25 ans, était déjà un magistrat respecté, si Nicéphore Soglo, au même âge, était déjà dans une institution internationale, oui, et que la plupart des personnes de leur génération étaient déjà très cotées en société, c'est parce que leurs parents à eux ne leur faisaient pas d'ombrage. Mais par contre, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont des parents et des grands-parents qui continuent de leur faire ombrage. Ils n'existent pas au sein de la société. Et c'est pour ça que lorsqu'on met cette société en parenthèse, eh bien, ils applaudissent parce qu'ils se disent, ça nous donne peut-être un petit espoir pour compter désormais aussi dans la société. Je pense que ça fait partie de ces choses que nous n'étudions pas suffisamment et qui font que les jeunes étant la couche la plus importante de la population, lorsqu'ils se lassent et qu'ils commencent à donner des signes de rejet, on en arrive toujours à tripatouiller ou à arrêter la démocratie par un coup d'État. Mais est-ce que c'est la faute à la démocratie si les parents font ombrage à leurs enfants aujourd'hui, s'ils ont mal géré? Ce n'est pas la faute à la démocratie, ce n'est pas la faute au système. Donc si le système a eu du mal à s'implanter, ce n'est pas de par sa nature, sa propre nature, mais plutôt par la nature des hommes qui ont été chargés. C'est pour ça que je vous dis, moi, je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui le pensent, que la démocratie n'a pas de problème. C'est l'implémentation de cette démocratie sur le terrain de nos valeurs traditionnelles et sociétales qui pose problème. Nous n'avons pas préparé le cheminement. Ça, je l'ai toujours dit. Pour greffer, on prépare le terrain. On prépare la plante qui reçoit la greffe à recevoir un corps étranger et à s'y adapter, à faire un avec ce corps. Mais lorsque vous n'avez pas fait cette préparation, oui, mais on peut se dire, en tout cas dans le cas du Bénin, que une vingtaine d'années de révolution, de privation de liberté, etc., de réclamation, d'exigence, etc., de faim et d'échec, c'est quand même un terreau pour préparer justement la démocratie. C'est un prérequis qui aurait dû normalement favoriser l'implémentation de la démocratie, mais le problème, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Vous savez, quand j'évoque ça, je pense au cas typique du Ghana. Lorsqu'on parle du Ghana, beaucoup de gens voient une démocratie qui, peu ou prou, fonctionne un peu mieux que dans les autres pays. Mais il faut connaître l'histoire du Ghana. L'histoire du Ghana fait ressortir toutes les complications que nous avons à régler aujourd'hui et face auxquelles nous n'avons pas de solution. Okay. Vous savez qu'entre 66 et 79, ce sont les grands officiers du Ghana qui faisaient la loi. Ils avaient pris le pays en otage
et il n'y en avait que pour eux. Et il y a beaucoup de frustrations qui sont nées de cet accaparement du pouvoir. Et en 1979, le jeune lieutenant Jerry Rawlings a essayé de faire un coup d'État. Ça n'a pas fonctionné. On l'a pris, on l'a jeté en prison. Mais le sentiment de rejet était là, partagé par tous les jeunes. Les jeunes qui, quelques semaines plus tard, ont fait un autre coup d'État, sont allés sortir Jerry Rawlings et l'ont mis devant. Et à ce moment-là, il s'est retrouvé président d'un comité de transition. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jerry Rawlings? On n'en parle pas assez. Il a identifié le problème. Et il a identifié le problème dans la gestion des hommes. Des hommes qui sont accaparés du pouvoir et qui ne veulent rien lâcher. Il a pris 8 officiers parmi les plus importants du pays. Et parmi ces 8 officiers, il y avait 3 anciens chefs d'État. Il a identifié les 8 officiers là comme étant le problème du pays. Il les a mis sur une place publique et devant la foule, on les a fusillés. Ils n'ont rien fait. Hein. Ce n'est pas qu'ils ont commis des forfaits particuliers ou des... Non, il les a juste identifiés comme le problème. Il les a mis. Il y avait le fameux général Achampong. Il les a fusillés. Et quand il a fait ça, il a estimé que le pays était débarrassé de son plus gros problème. En 100 et quelques jours, en 3 mois et quelques, il a fait ce nettoyage-là. Et il a organisé des élections démocratiques. Il a donné le pouvoir à Ila, qui est resté 2 ans. Et au bout de 2 ans, Rawlings se rend compte que les civils faisaient encore plus de dégâts que les militaires parce qu'ils se sont accaparés les richesses du pays. C'était la corruption outrancière, c'était le vol, c'était tout sauf le chemin pour aller vers le développement. Et qu'est-ce que Rawlings fait? Il reprend le pouvoir en 1981. Il met le président en prison et avec lui les 200 politiciens qu'il a identifiés à ce moment-là comme étant le problème. Il les a tous mis en prison et la chasse aux sorcières a continué par rapport à tous ceux qui étaient tapis dans les rangs et qui constituaient les goulots d'étranglement du développement du pays. 1 million de personnes se sont exilées vers le Nigeria. Il s'en est suivi une grosse, on va dire, révolution au cours de laquelle il fallait revoir tout le système économique. Bon, les jeunes ont été jetés un peu partout dans le monde et c'est le moment où les jeunes Ghanéens venaient cirer nos chaussures. Parce que le FMI avait fait des exigences au Ghana et le Ghana qui travaillait à devenir le meilleur élève a suivi les instructions du FMI et on a jeté les jeunes dans la rue. Et ça a duré longtemps pour que le Ghana se relève progressivement sous la férule de Jerry Rawlings, qui à la fin a quand même fait 11 ans pour redresser le pays avant de décider, à la faveur du vent qui a soufflé dans les années 90, de créer un parti politique et de faire des élections démocratiques. À la suite de quoi, il a fait 2 autres mandats. Donc, 19 ans qu'il lui a fallu pour redresser un pays qui était complètement calamiteux. Mais, quand il a fait ces 19 ans, on aurait pu penser que les Ghanéens le remercieraient par gratitude pour ce qu'il a fait. Non. Le candidat qu'il a présenté, Jonathan Mills, a été battu à plate couture par le candidat de l'opposition parce que les Ghanéens étaient mal à l'aise avec un président qui les a mis sous coupe réglée pendant tout ce temps. Mais aujourd'hui, Rawlings est décédé, mais il a été salué à la fin comme un véritable héros parce que les résultats de tout ce qu'il a fait n'ont été visibles, n'ont été jouissibles que plusieurs années après son départ du pouvoir. Pour vous dire que quand on prend le cas du Ghana, à un moment, c'était les militaires qui étaient le problème. Ensuite, c'était les civils qui étaient le problème. Et
si on se projette sur le Ghana d'aujourd'hui, par rapport à hier, vous verrez que les mêmes causes ont déjà recommencé à produire les mêmes effets parce qu'en dehors de la démocratie électorale, il y a déjà beaucoup de problèmes économiques qui se posent encore au Ghana. Donc, ça veut dire quoi? Dans nos sociétés, nous avons des hommes qui, par la gestion de leurs intérêts personnels, par la bagarre qu'ils occasionnent en essayant de se positionner pour profiter des privilèges et des avantages du pouvoir, mettent le pays en danger et paralysent complètement le développement du pays. Donc il faut les fusiller. Ce n'est pas ce que je dis. Okay. J'analyse que c'est ce que Jerry Rawlings a fait au Ghana pour obtenir des résultats. Et que parce que le temps a passé, ces résultats sont aujourd'hui en train d'être remis en cause. Parce qu'il fut un temps, quand Rawlings avait fini de faire le nettoyage, il avait parlé de nettoyer les écuries d'Augias. C'est l'expression qu'il utilisait. Quand il avait fini de nettoyer les écuries d'Augias, au Ghana, vous pouviez laisser votre moto devant votre porte d'entrée, laisser la porte ouverte de la nuit au matin, il n'y avait aucun risque que ce soit vol. Quand vous passiez dans la rue, vous ne pouvez pas voir une feuille de papier, que ce soit à jeter dans la rue, parce que c'était considéré pratiquement comme un crime. Vous voyez? Ça veut dire que pour qu'un peuple, comme le peuple sud, on va dire ouest-africain, se retrouve dans un système qui fonctionne, il faut au préalable que les notions de discipline, les notions d'autodiscipline et de responsabilité soient suffisamment partagées par le plus grand nombre pour que nous puissions aller vers un système de démocratie qui ne peut fonctionner qu'avec ces deux ingrédients, la responsabilité et l'autodiscipline. Mais quand on voit un peu votre, je dois dire, raisonnement, on est un peu sur sa fin, parce que la démocratie, c'est vrai, si elle est malade en Afrique de l'Ouest et par-delà en Afrique entière, on a quand même aussi quelques éléments au-delà de l'Afrique qui montrent que la démocratie est aussi malade ailleurs. Aux États-Unis, récemment, on a vu quand même cette invasion du Capitole qui était aussi enfin, quelque chose comme de jamais vu dans l'histoire de la démocratie américaine. Pourtant, 4 ans plus tard, on verra que celui qui est accusé d'avoir incité à cette action anti-républicaine est plébiscité à la tête de cet État multiséculaire démocratique et autres. En Europe aussi, on a quand même que les populations basculent de plus en plus vers la gauche et surtout vers l'extrême gauche, où on a des partis comme ça qui émergent avec des dirigeants élus comme ça qui sortent de nulle part et simplement parce qu'ils appartiennent à l'extrême gauche et ont un discours aussi radical. Alors, quand on voit tous ces éléments réunis, on se dit la démocratie n'est pas seulement malade qu'en Afrique. La démocratie en elle-même n'est pas malade. Ce sont les hommes qui... Donc, ceux qui l'ont pratiqué aux États-Unis, ceux qui l'ont pratiqué en Europe, eux, ils sont aussi malades. Je pense que les hommes ont changé. Les hommes ont changé parce que les problèmes ont changé et certains problèmes ont rattrapé les hommes. Il y a des problèmes qui ont été banalisés à un moment, qui ont aujourd'hui rattrapé ceux qui faisaient la démocratie depuis et qui considéraient que sous le couvert des droits de l'homme, on devait laisser faire un certain nombre de choses, sous le couvert de la socialisation, on devait laisser faire un certain nombre de choses, et ont été rattrapés. Les problèmes que la démocratie rencontre aujourd'hui dans les pays occidentaux est principalement dû au fait qu'il y a une grosse migration qui a un peu, on va dire, faussé les débats qu'il y avait auparavant. Et les citoyens de ces pays-là commencent à devenir, on va dire, réfractaires à accueillir les étrangers. Parce qu'ils sont plus à l'aise. Ils n'ont plus suffisamment de travail, ils n'ont plus suffisamment de ressources, ils n'ont plus suffisamment de facilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus de partout dans le monde pour venir les encombrer. Et c'est pour ça que ce sont les extrêmes qui commencent à avoir le vent en poupe, parce que les extrêmes préconisent qu'on renvoie tous les étrangers et qu'on remette les choses à plat. Vous avez vu que Donald Trump n'a pas été élu par hasard. Il a été élu parce qu'il a promis que dès qu'il serait élu, il allait remettre les choses à leur place. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a été élu pour ça. Les Américains ont préféré l'élire plutôt que d'élire des démocrates bon teint
qui considérait que bon, l'Amérique est un grand pays qui ne peut pas expulser n'importe comment, qui ne peut pas ne pas faire fonctionner les institutions partout dans le monde, qui ne peut pas assister les États en difficulté partout dans le monde. Ben, Donald Trump a considéré que lui, il ne peut pas diriger un État qui soit pourvoyeur de fonds pour tous les problèmes du monde à régler. Et je pense que d'ici quelques années, il aura accompli sa part, qui consiste à fermer complètement les poches de déperdition d'argent. Peut-être que c'est une déformation, parce que nous avions élu un président qui est un homme d'affaires ici en 2016, et tout le monde a pensé que c'est parce que c'est un homme d'affaires qu'il dirige le pays comme si c'était une entreprise, parce que c'est dans une entreprise qu'on commence d'abord par fermer toutes les voies de déperdition de l'argent en oubliant de faire du social. Mais les Américains ont fait la même chose. Ils sont allés élire un homme d'affaires pur et dur qui est en train d'implémenter la gestion des entreprises sur l'État. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ce n'est pas tout à fait le fait du hasard. C'est ce que les Américains ont souhaité avoir. Ici, nous avons quelques problèmes que nous hésitons à régler parce que nous faisons, nous faisons un peu semblant de croire que le Bénin est un îlot qui n'est pas atteint par les problèmes que les autres tentent de régler ailleurs et que nous, avec le niveau d'intelligence que Dieu nous a donné et notre expérience aussi, nous pouvons faire les choses sans passer par la case que les autres sont en train de cocher aujourd'hui, un à un. Et pourtant, moi je pense que si les choses restent telles quelles, ça pourrait nous conduire aussi à une impasse. Parce que ce n'est pas par hasard que les autres se croient obligés de tripatouiller la corruption. Parce qu'il y a deux problèmes qui se posent. Okay. Le premier, c'est l'insatisfaction de la jeunesse. La déception profonde de la jeunesse. Qui veut autre chose. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais elle veut autre chose. Le deuxième problème, c'est que les pouvoirs qui s'installent à la faveur de la démocratie ne veulent plus laisser le pouvoir, ne veulent plus partir. Les gens qui s'installent ne veulent plus partir. Si c'était un cas isolé, on pourrait dire, bon, que c'est un cas isolé, mais ça tend à se généraliser. Mais il y a bien des causes. Quelles sont les causes d'un tel état de fait? Personne ne cherche à le savoir. Pourtant, nous gagnerions à nous asseoir pour nous interroger. Qu'est-ce qui peut expliquer que justement ceux qui luttent sérieusement, parfois ils perdent des parents, du sang, etc., beaucoup de sueur, quand ils s'installent, ils ne veulent pas partir? Oui, mais prenez un Alpha Condé. Un Alpha Condé, c'était 40 ans d'opposition. Quand même, il paraissait même un peu comme un modèle absolu du dirigeant de l'opposition. Il incarnait quelque chose et tout le monde se disait, le jour où celui-là prendra le pouvoir, on aura un pouvoir qui aura un nouveau visage. Alpha Condé a essayé de prendre un troisième mandat. Pourquoi? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est en réfléchissant qu'on peut mettre la main sur ce problème. Ce problème, il est d'ordre culturel. Ah ouais? Il est d'ordre culturel. Parce que, mais en Europe, on ne voit nulle part des dirigeants essayer de faire un troisième mandat. Même si Donald Trump, il y a quelque temps, a laissé planer un doute, il s'est vite repris en disant non. Même en France, il y a un président de l'Assemblée nationale qui a suggéré aussi. Qui a suggéré ça? Parce que bon, il y a un vent qui souffle, qui met tout le monde mal à l'aise dans la démocratie, qui paraît un peu comme une camisole de force, alors que c'est le système qui, en théorie, devrait permettre aux citoyens de s'épanouir. Mais vous verrez que dans certains pays, peut-être le nôtre aussi, on essaye de faire les choses de façon à ce qu'on emprunte un peu au tripatouillage des élections et on emprunte un peu au coup d'État. On met un peu tout ça ensemble dans un semblant de démocratie et on essaie vaille que vaille d'avancer avec ça. Parce que soit vous faites un coup d'État pour arrêter tout ça, soit vous tripatouillez pour continuer tranquillement. Vous voyez, chez nous, le coup d'État n'est pas possible pour l'instant. Le tripatouillage va être difficile, mais je pense que la gouvernance emprunte un peu à tout ça pour essayer de faire avancer vaille que vaille le pays. Nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas heureux de cette gouvernance.
Et même si nous savons tous que d'ici quelques années, Patrice Talon apparaîtra comme un héros, nous le savons tous. Parce qu'il est là aujourd'hui, tout le monde dit, bon, il y a aussi ça. Pour quelle raison les dirigeants, quels qu'ils soient, lorsqu'ils viennent au pouvoir, après 3 ans, sont toujours perçus comme des ennemis du peuple? Des gens qui ont combattu tout le temps, des gens qui ont souhaité venir au pouvoir pour que le pays avance. Quand ils arrivent, 3 ans après, tout le monde est contre eux. On veut les voir partir. Donc, il y a une réalité quelque part qui fait que nos dirigeants changent leur façon de voir les choses et leur façon d'opérer lorsqu'ils viennent au pouvoir. Mais que nous ne percevons pas. Et généralement, c'est quand ils ont quitté le pouvoir seulement qu'on se rend compte que, bon, mais ils ont quand même fait quelque chose. Donc, si vous voulez mon avis, nos chercheurs, nos universitaires gagneraient à s'asseoir pour réfléchir un peu à la façon dont nous pouvons non pas laisser tomber la démocratie parce que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais travailler à ce que nous soyons à l'aise dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas à l'aise. La classe politique aujourd'hui s'est accaparée des affaires de l'État, du budget de l'État, de la gestion de nos vies. Et nous subissons. Le citoyen subit. La démocratie, ce n'est pas de faire subir aux citoyens. C'est le citoyen qui est la tête de la démocratie. Est-ce que cela n'a jamais été dans un pays, depuis l'existence de la démocratie, que ce soit véritablement les peuples, les populations, les citoyens qui décident l'avenir? La seule chose dont ils décident, c'est fondamentalement le vote. Après, ils n'ont plus vraiment de contrôle sur tout ce qui vient dans leur vie. Au départ, ce n'était pas ça. C'est comment on va dire, un glissement, comme vous disiez, qui a conduit jusqu'à ce qu'on en arrive aujourd'hui à un système où on dit que c'est la démocratie qui est supposée être le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple, mais qui en réalité est une situation que le peuple subit à son corps défendant. Et chaque fois que quelqu'un fait 3 ans au pouvoir, le peuple est pressé de le voir partir. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que la gouvernance n'est plus participative et que le peuple, s'il existe, parce que c'est une notion très abstraite, le peuple qui vote n'attend que le moment du vote et ce moment privilégié au cours duquel l'électeur exerce un pouvoir n'existe même plus. Ce pouvoir lui a été retiré parce qu'on le lui achète au moment des élections. On lui achète ou parfois même on s'impose à lui. Parfois même on le lui arrache. Oui. Et il essaie même pas. Etc. C'est-à-dire qu'il a voté et puis après on lui présente un autre résultat que celui de son vote. Mais il y a des systèmes et des régimes, je veux dire des régimes, pardon, qui nous ont montré que, bon, en réalité, ce n'est pas vraiment les hommes qui sont le problème de la démocratie, que c'est la démocratie elle-même. Parce que justement, eux, ils ont fait d'autres choix et ils sont en train d'avancer suffisamment sur le chemin du développement. La Chine, ce n'est pas de la démocratie, pourtant c'est bien, ça va. Ça va pour qui? Ça va pour qui? Ça, pour la Chine. Pour qui? C'est-à-dire, est-ce que les citoyens chinois sont épanouis? Je ne l'ai pas vu en train de se plaindre. Est-ce qu'ils peuvent se plaindre? Ah, mais moi, parce que je me souviens de la place Tiananmen. C'était un massacre. Et qu'est-ce que les gens demandaient à la place Tiananmen? Comme d'ailleurs, Jerry l'a fait, Ronis l'a fait, justement, à ses débuts. C'est ça. Donc, non, mais enfin, la Chine n'est pas à ses débuts. Mais la Chine, la Russie sont des pays qui ont installé un système de répression qui s'impose aux citoyens et qui impose aux citoyens de se taire et de subir. Ça produit du résultat. Parce que c'est une camisole de force qu'on leur a mis et ils sont comme des bêtes de somme qui avancent sans chercher à comprendre. Donc, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que la démocratie, normalement, lorsqu'elle est bien exercée, le citoyen s'épanouit. Le citoyen a des droits, le citoyen a des privilèges qu'on ne retrouve pas dans ces pays. Oui, quels sont les droits que les citoyens ont dans les pays démocratiques que ces pays n'offrent pas? L'expression est déjà un droit fondamental. À quoi lorsque vous regardez le résultat aujourd'hui, c'est un élément fondamental de survie même du citoyen, qu'il soit libre de parler. Alors ça, c'est ceux qui ont créé la démocratie. Ce qu'ils veulent. Qui ont dit que pour que la démocratie s'exprime, il faut que le citoyen soit libre. Et cette liberté, bien souvent, est utilisée de façon abusive. Et ça constitue même un frein
Elle a fait pour la démocratie. Ailleurs, les gens ont essayé, par le sens de la discipline, de l'autodiscipline du moins, et le sens de la responsabilité, à éviter un certain nombre de problèmes qui constituent un frein véritable à la démocratie. Bon, chez nous, cette maturité pose encore problème. Pose encore problème. Il ne faut pas se voiler la face. Si vous comptez sur la responsabilité et l'autodiscipline du citoyen béninois. Mais partout dans le monde, l'homme a été toujours par nature, je dois dire, foncièrement contre tout ce qui peut limiter ses envies, ses désirs, ses propensions et ses rêves. Mais il y a des gens qui ont fait un cheminement. C'est-à-dire qu'il y a des stades que certaines personnes ont dépassés. En Europe, il vient par exemple à l'esprit de personnes de ne pas payer ses impôts. On a quand même des scandales, jusqu'au même dans le rang de ceux qui sont des dirigeants. Il y a toujours des exceptions. Vous rappelez la condamnation d'une certaine Marine Le Pen. Il y a toujours des exceptions à une règle. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que pour la grande masse des citoyens, payer les impôts, c'est quelque chose qui va de soi. Vous voyez, chez nous, ce n'est pas encore le cas. Hein? Et voter sur la base d'un projet de société qu'on a étudié en fonction de ses propres envies, de ses propres objectifs, fait partie des choses qu'ailleurs on trouve normales. Chez nous, le citoyen ne connaît même pas ce projet de société et ne pose même pas la question de savoir s'il en existe. Est-ce que les citoyens regardent encore projet de société? Un peu partout dans le monde, hein, pas seulement en Afrique. Quand par exemple Donald Trump se fait élire, mais quand l'extrême droite fait des promesses, oui, c'est un projet de société qu'on connaît. On sait que bon, lui, s'il arrive, les étrangers seront en difficulté. Ou même projet de société, c'est supposé proposer des idées et en même temps aussi faire connaître, je dois dire, les conséquences et les implications de ces idées-là dans leur application. Quand on dit « je veux chasser tous les étrangers », le citoyen américain qui vote ne sait pas si, quand les étrangers vont partir, si l'Amérique et son économie vont tenir. Mais il ne vote pas pour ce que ça va devenir après. Il vote pour le programme de chasser les étrangers. En fait, c'est ça la vérité. Et c'est pour ça que l'extrême droite triomphe partout. Les citoyens américains aujourd'hui, c'est pour ça que vous verrez que quelques années après Donald Trump, il y aura des remises en cause. Il y aura encore des remises en cause. Peut-être que l'Amérique va devenir même un pays où on va ouvrir toutes les frontières pour dire aux gens, venez parce que quand vous êtes partis, tout est tombé. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens vivent une situation conjoncturelle qui les oblige à croire que si les étrangers s'en vont, l'Amérique va respirer mieux. Et c'est le programme de Trump qui dit qu'il faut que l'Amérique redevienne un grand pays, un pays fort pour les Américains, mais pas pour le monde. Et ce qu'il fait peut aboutir à un résultat qui fera de l'Amérique, en fait, de l'Américain un citoyen qui jouit davantage des ressources de son pays. Parce qu'aujourd'hui, les ressources américaines sont dispersées aux quatre vents. Vous parlez d'autodiscipline et de responsabilité. Mais on sait que nos grands-parents et nos parents, ils ont quand même eu un peu d'égard et de pudeur par rapport justement à la question donc, du comportement dans le public et en public. On peut dire qu'a priori, ils ont appris à avoir de la discipline et de l'autodiscipline. Alors, pourtant, ils nous ont donné les résultats dans leur gouvernance qu'on connaît. Nous sommes sortis du moule. C'est ça que je vous parlais. Nous avons un moule duquel nous sommes sortis quand nous avons amené la démocratie. C'est un nouveau moule dans lequel nous n'étions que des étrangers. Donc, il faut un temps d'adaptation. Et dans ce temps d'adaptation, il faut s'éduquer à pouvoir rester dans ce moule-là. C'est pourquoi je vous dis que quand on remet le citoyen dans son moule d'origine, il respecte son roi. Il est très discipliné dans son royaume. Parce qu'avant, le roi pouvait commander qu'on le décapite, qu'on lui enlève sa femme ou qu'on décide de son sort à tout moment. Même si la société a évolué et qu'aujourd'hui, nous avons des rois qui ne sont plus tout à fait dans tout l'exercice de leurs prérogatives d'hier, vous n'entendrez jamais un citoyen injurier un roi. Alors, et pourtant, sur la place publique, on injurie le président de la République tous les matins. Comment on retourne le citoyen à cet essentiel basique? Je vous assure que je n'ai aucune idée de ce qui peut se faire. C'est pour ça que j'invite ceux qui sont les penseurs, enfin ceux qui ont la possibilité de sortir du carcan dans lequel ils ont été tous formatés, où ils n'arrivent pas à concevoir, et ils ne font que répliquer ce qu'ils ont vu ailleurs. Je plaide pour que nous ayons des sachants courageux
qui sortent de ce carcan pour dire non, nous pouvons inventer un système à nous qui tienne compte de nos réalités. Ah oui? La démocratie peut être vécue à l'africaine de façon heureuse. Je pense. Parce que si c'était vécu de façon heureuse, on la mettrait pas en parenthèse partout. On a souvent l'impression, en tout cas tel qu'on nous a présenté le tableau, que démocratie et nos pratiques de gouvernance des affaires publiques sont deux choses qui sont antinomiques. Du coup, la conciliation est difficile à faire. Il y a des États en Europe qui sont des royaumes et qui vivent une parfaite démocratie. Mais dont les rois n'ont pas, je dois dire, tous les pouvoirs que nous avons concédés à nos rois. Non, mais qui sont des autorités morales d'une très grande valeur. Les Britanniques considèrent la couronne pratiquement comme quelque chose de divin. Et ça s'arrête là, l'autorité morale. Encore qu'en Espagne, oui, je ne crois pas que cette autorité morale ait autant de crédit, d'importance et de poids comme en Angleterre. Sa présence joue un rôle essentiel. Vous avez vu, en Belgique, il est arrivé un moment où il n'y avait plus de gouvernement. Oui, pendant longtemps. Et pourtant ça tournait. Parce que le roi était là. Ah oui? Oui, oui. Parce qu'il y avait un roi. Sinon, le pays serait, ça serait volé, ça serait parti en éclat. Mais il y avait un roi. Le ciment, c'était le roi. Donc, les hommes politiques se chamaillent, bon, ils viennent, ils ont l'essentiel de pouvoir exécutif, mais le pouvoir moral est celui sur lequel l'État est assis. Et quand le roi parle, on peut ne pas écouter le président de la République, mais on écoute le roi. Et le roi ne parle même pas en public. Il appelle ceux qu'il doit appeler et leur parle à l'oreille. Est-ce que c'est Je ne dis pas que c'est ça que nous devons faire. Ce que j'essaie de dire, oui, on essaie il y a une diversité de possibilités que nous avons d'expérimenter la démocratie sans que ce soit tout à fait en faisant une copie du moins conforme de ce que nous avons vu ailleurs. Est-ce que le système tel qu'il fonctionne, Belgique, Angleterre, Espagne et partout ailleurs où on a quand même un roi, et que ça fonctionne, est-ce que c'est parce que fondamentalement il y a un roi qui existe avec une autorité morale, ou plutôt qu'il y a un système qui a été installé et qui marche de façon automatisée, de sorte à ce que même quand les hommes passent, que ça marche. Quand on élit un président aux États-Unis, on parle de l'administration, de la personne qu'on a élue, parce que justement il y a un système dans lequel il s'incruste. D'ailleurs en Belgique, on connaît déjà comment les gens y fonctionnent. La justice, comment est-ce qu'elle est justement suffisamment forte, bien implantée, etc. Et comment les cadres ont une grande probité par rapport justement. Et ça n'a rien à voir avec leur roi. Non, mais ça a tout à voir avec la responsabilité et la discipline. C'est tout est là. La responsabilité et la discipline. Tout est là. Il y a des limites que le citoyen connaît et respecte. Il y a des limites que l'homme politique connaît et respecte. Ici, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donald Trump est en train de tout bousculer aujourd'hui. Il y a même des limites que lui franchit allègrement. Ah oui, oui, oui. Que par le passé, aucun dirigeant n'osait franchir. Parce qu'il y a un socle qui est bâti à partir de cheminement qui a amené les uns et les autres à faire preuve de discipline et de responsabilité. Quand on vous confie une tâche, vous savez dans quelle mesure vous devez l'accomplir, vous savez ce qu'on attend de vous, vous savez quelles sont les mesures, les limites que vous ne pouvez pas dépasser. Ici, vous nommez quelqu'un préfet, si vous ne le cadrez pas, il peut se comporter comme un ministre. Parce que dans ce gène, justement, il a l'histoire, la charge, la culture, que le pouvoir n'a pas de limite. Alors, à partir de ce moment-là, nous devons travailler à construire des citoyens qui connaissent et respectent les limites. Si nous voulons faire de la démocratie, nous devons avoir une culture de la démocratie. Alors, aller chercher les rois, alors, dans ce cas, n'est pas vraiment une solution, puisque eux, ils n'ont pas la notion de limite, justement. Mais aujourd'hui, nos rois n'ont pas que la culture de la limite, c'est qu'ils sont même limités au-delà de ce qu'ils peuvent eux-mêmes penser possible. Et c'est pour ça que nous avons, d'abord, à un moment, nous avons dû les gommer même complètement du système social, et on ne les voyait plus, on ne les connaissait même plus. Bon, aujourd'hui, ils sont revenus, et si nous sommes en train de les remettre en selle, je pense, c'est parce que quand on analyse profondément, nous avons encore besoin de nous appuyer sur des autorités de cette nature-là pour corriger un certain nombre de tares,
dans notre culture. Et si à l'échelle de nos royaumes ça fonctionne, qu'est-ce qui vous fait croire que ça ne fonctionnerait pas à l'échelle de l'État? C'est ça aussi. Si à l'échelle de nos entités royales, ça fonctionne, mais ça pourrait aussi fonctionner à l'échelle d'État. C'est vrai que nous avons des cultures. On va élire un roi national. C'est vrai que nous avons des cultures différentes. Oui. C'est vrai que nous avons des pratiques différentes. Mais c'est qu'il faut peut-être que nous ayons à la fin une autorité morale qui soit garante de la stabilité et de la cohésion nationale. Par quel mécanisme? Je n'en sais rien du tout. Mais je constate le Mogonaba burkinabé, même si... Bon, encore que le Mogonaba qu'ils ont au Burkina, qui a un très grand pouvoir, est en train d'être fragilisé aujourd'hui. Toujours par les pouvoirs politiques, les manipulations politiques. Et je pense que c'est une erreur que les pouvoirs politiques vont regretter plus tard, parce que lorsqu'il y aura des problèmes compliqués et que le Mogonaba va s'exprimer, plus personne ne le prendra comme la première autorité morale, tout simplement parce qu'on l'aura affaibli. Et donc, je pense que ce serait une erreur de la part de ceux qui l'affaiblissent aujourd'hui. Ce qu'il faut observer, c'est que quand on prend les pays du Sahel, ces pays ont décidé que la démocratie était un luxe qu'ils ne pouvaient plus se permettre parce que ça les limitait dans leurs ambitions et que ça les mettait à la merci de pouvoirs étrangers. Mais il y a une grande partie de la population qui n'est pas effarouchée, qui n'est pas mécontente et qui se dit oui, c'est ce qu'il faut faire. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que ces pouvoirs-là ont mis les institutions en berne, ont dissous les partis politiques et gèrent le pays dans le totalitarisme le plus absolu. Il n'y a même plus de liberté. Pour ceux qui applaudissent hier, qui applaudissaient du moins hier, il n'y a même plus de liberté. La presse n'est plus libre, les rassemblements ne sont plus libres, on ne peut plus contester, on ne peut plus protester. Mais bon, les gens se disent, on ne sait pas où ça nous mène, mais au moins, ça nous permet d'espérer. Ça nous fait changer d'air. Ça permet de penser qu'il y a un problème de fond que nous avons à régler, parce que les pays où on ne fait pas ce coup de force, les pays où on ne met pas la démocratie entre parenthèses de façon brutale avec un coup d'État, on tripatouille la Constitution, on la change. Les Togolais viennent de faire un virage à 180 degrés au minimum, parce que ça rebat complètement les cartes. Bon, mais est-ce que la majorité de la population est contre? Je n'en ai pas l'impression. Je vois beaucoup de gens qui disent oui, ils ne sont pas d'accord, qui contestent, qui protestent, mais quand un peuple, enfin quand une population, dans sa grande majorité, en a marre, on le sait aussi. Et on n'a pas l'impression... Non, mais il y a des conditions pour qu'on le sache. Si la population n'est pas très habituée à s'exprimer librement pour sortir ce qu'elle pense et qu'elle a toujours été sous le coup de la pression, du contrôle policier, on peut comprendre que les gens jouent dans les différences. On peut museler une partie du peuple pendant un temps. On peut museler tout le peuple pendant un temps, mais on ne peut pas museler tout le peuple tout le temps. Donc, moi, je considère que si les Togolais, dans leur grande majorité, ne réagissent pas, c'est parce que quelque part, soit ils sont blasés, et ils se disent, on s'en fout, soit ils se disent, bon, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça change fondamentalement de ce que nous avions? Qu'est-ce que nous perdons fondamentalement par rapport à ce que nous avions? Parce que aujourd'hui, le parti au pouvoir, qui est le parti majoritaire, n'est pas forcément dans le tripatouillage des élections. Ce que je veux dire, c'est que si on fait des élections transparentes, rien ne dit que le parti qui est au pouvoir aujourd'hui va perdre les élections. Ils n'ont pas volé les élections. Parce que les dernières élections, nous les avons suivies. Les dernières élections, je n'ai pas eu le sentiment. Celle avant la mandature installée, on a eu des contestations, on a eu des images, on a eu des plaintes, etc. Oui, il faut savoir relativiser, parce qu'il ne peut pas y avoir d'élections en Afrique sans contestation et protestation. C'est pas possible. Ah oui? Non, c'est pas possible. Mais on a eu quand même des images où on s'était vraiment surpris de voir que ça se passe encore à cette époque. Non, ce que vous dites, je ne sais pas de quelle époque ça date, mais franchement, je ne pense pas que les dernières élections aient été contestées. Les avant-dernières, législatives. Avec des preuves qui remettent en cause toute la sincérité des élections. Je ne pense pas. Il peut y avoir des problèmes par-ci par-là. Ce que je veux dire concrètement, c'est que
le vote est encore ethnique. Le vote n'est pour l'instant pas encore basé sur des critères objectifs. L'objectivité. Voilà. Ça fait que celui qui se présente à l'élection a automatiquement derrière lui tout ce qui s'identifie à sa tribu, à son ethnie, à sa chapelle et tout ça. Et cette chapelle, elle est vieille de plus de 50 ans. Donc c'est un parti qui est vieil de plus de 50 ans. Et si le vote a été ethnique depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait d'autres critères pour que les gens votent contre. Parce que je veux dire, donc la démocratie a de ces travers-là qui font que parfois une décision peut ne pas être bonne, mais à partir du moment où c'est la décision de la majorité, on fait avec. Ouais? Mais qu'est-ce que nous faisons quand nous voyons tous nos voisins tourner le dos un à un à la bonne voie que nous avions tous choisie depuis 90? Qu'est-ce qui amène les autres à tourner le dos à ce que nous avions tous fait depuis 90? Et à se faire applaudir surtout par la population. Et à se faire applaudir, et à se faire adouber par une jeunesse qui se dit panafricaniste, qui est installée partout sur le continent et qui applaudit. Qu'est-ce que nous faisons pour comprendre ce qui se passe et pour prévenir ce qui pourrait arriver? C'est ça la question que moi je pose. Nous, on peut faire confiance encore à la solidité de notre démocratie. D'ailleurs, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui montrait quand même que le Bénin est encore assis sur des bases démocratiques relativement solides, même si on a des rapports qui tendent, mettons, à faire s'inquiéter. On a encore quand même quelques éléments qui montrent que la démocratie, elle respire. Alors, ce que vous essayez de dire, c'est que si on fait un coup d'État au Bénin demain, personne ne va applaudir. Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit certainement qu'actuellement, il ne peut pas avoir à l'esprit de certains d'avoir à faire des coups d'État, des projets de coups d'État. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce qu'on a fait 35 ans, 30 ans de démocratie et que les gens ont pris le temps. Bazoum a été élu au Niger, c'était une belle démocratie, une belle élection, tout le monde était content, même si, bon, il y a eu quelques contestations. Il y a eu quelques remises en cause, justement. Il y avait des éléments. Vous pensez que nos élections n'ont jamais été sujet de remise en cause? Oui, mais avec des acteurs qui, à des moments donnés, ont su quand même que, bon, on est en démocratie. On peut avoir la chance de tomber sur des acteurs qui ne soient pas aussi conciliants. Il faut remercier notre ami. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne le devons pas à la solidité de notre démocratie. Ah oui? Nous le devons à des personnes qui ont peut-être manqué d'opportunités de remise en cause pour l'instant. Parce que la fièvre qui habite les jeunes dans la sous-région habite aussi les Béninois. Ne vous y trompez pas. N'allez pas penser que les Béninois sont des jeunes différents, qui ne comprennent pas ce qui se passe dans le Sahel et qui sont contre. Non. Non. Les jeunes Béninois sont habités par les mêmes sentiments de révolte vis-à-vis du système politique, de révolte vis-à-vis du rejet de la jeunesse, de l'avenir de la jeunesse qui n'est pas perceptible. Les jeunes Béninois ont les mêmes problèmes. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tout va pour le mieux, encore que c'est une façon de parler. Il y a dans la République des hommes politiques qui font tout pour que ça aille mal. Et c'est la façon dont nous avons de faire de la politique. C'est aussi ça. On ne peut pas leur jeter la pierre, parce que c'est notre façon de faire de la politique. C'est de tous se mettre ensemble contre celui qui est au pouvoir. On a fait ça pour chasser Soglo. On a fait ça à la fin des 2 mandats de Mathieu Kérékou. On a fait ça à la fin des 2 mandats comment on appelle, du président Boni Yahi. Et vous avez vu sur les parvis de l'église Kadiaou la dernière fois, ils étaient tous ensemble. Bon, bah, donc, quand tu as quitté le pouvoir, tu deviens fréquentable. Je me suis amusé à écrire dans Fraternité il y a quelques jours que la photo du prochain quinquennat sera faite avec Patrice Talon au milieu de cette troupe-là, peut-être, qui serait en train d'exprimer son mécontentement vis-à-vis de celui qui serait au pouvoir. Parce que notre façon de faire de la politique n'est basée sur aucune objectivité. Quelqu'un est là, il faut qu'il dégage. Nous inventons 1000 choses pour donner le sentiment que c'est une véritable catastrophe que nous avons à la tête du pays et que celui-là doit partir coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte.
Et puis, dès qu'il quitte le pouvoir, il redevient fréquentable. Et on se dit, mais vraiment, il avait quand même fait de belles choses. Mais nous aurions quand même pu le laisser. Nous aurions peut-être pu trouver des passerelles pour le laisser. Parce qu'on était sur la bonne voie. Bon, donc, ces remises en cause se font non pas dans l'intérêt du pays, mais dans l'intérêt des hommes politiques qui, individuellement et collectivement, travaillent à préserver leurs avantages et leurs privilèges au détriment de la République. J'en arrive donc à dire, la démocratie, ça ne nous apporte pas véritablement les vraies solutions à notre existence. Regardez notre pays depuis 1990. Il a avancé. Sur quel plan? Et les belles choses réalisées par Patrice Talon, je crois que ça doit être sous la démocratie que les autres... Vous avez vu ce que Patrice Talon a dû faire. Il ne faut pas être hypocrite. Patrice Talon a dû mettre les libertés en parenthèse. Ah non, j'ai pas l'impression. Ah si, c'est ce qu'il a fait. Les libertés syndicales ont été, comment on dit, encadrées. Pas que syndicales, les libertés dans leur sens général. Et Patrice Talon a été obligé, pour ne pas être hypocrite sur les mots, de mettre hors d'état de nuire certaines puissances financières qui auraient pu le déranger dans l'évolution et dans le déroulement de son plan. Il a été obligé de le faire. Parce que sinon, il ne pourrait pas. Imaginez qu'il y ait des gens qui aient l'argent pour organiser des marches tous les jours contre le pouvoir, qui tous les jours font descendre les syndicats dans la rue. Patrice Talon n'aurait pas pu faire ce qu'il fait là. Hein. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? J'en sais rien. Mais j'observe que pour obtenir ces résultats-là, il a été obligé de compromettre la paix, comme il dit lui-même. Il est obligé de compromettre la paix. Bon, jusqu'à quand allons-nous continuer d'avoir des présidents qui compromettent la paix pour faire le bonheur de notre pays? Il serait peut-être temps que nous nous asseyions pour réfléchir à un bon système politique qui intègre la démocratie et aussi nos valeurs culturelles et traditionnelles. Je me demande comment est-ce que le lien peut se faire fondamentalement. Je ne sais pas. Vous voyez ce que les Togolais ont fait? Ça peut donner le sentiment d'un arbitraire ou de quelque chose d'inacceptable. Mais peut-être que là, ils ont trouvé une formule pour que leur pays soit paisible pendant longtemps. Ouais, comment on fait les élections, le parti majoritaire désigne... tout le monde sait que c'est le parti majoritaire. Bon, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de débat. Oui, mais tout part, non pas parce que quelqu'un au pouvoir est fait, tout part généralement en Afrique, en vrille, à cause des élections. Oui, justement, c'est ça. Mais les Togolais iront aux élections. Ils iront aux élections ou d'une autre. Et c'est le rendez-vous, c'est toujours compliqué. Ils iront aux élections et à partir du moment où le parti qui va gagner ne sera pas taxé de tripatouillage et que les élections se feront dans les conditions de transparence qui montrent à tout le monde que c'est tel parti qui est majoritaire, il n'y a plus de question. C'est ça. Ça simplifie, à mon avis, les problèmes de... Il a déjà fait tel nombre d'années au pouvoir, c'est telle famille qui était au pouvoir. Ah non, on ne peut pas continuer d'accepter ça. Ça, c'était l'argument de ceux qui faisaient une contestation sans concession. Bon, ils n'ont plus cet argument aujourd'hui. C'est le parti majoritaire qui désigne. Bon, si vous faites en sorte que vous soyez demain le parti majoritaire, on vous concédera la victoire. Mais tant que vous ne faites pas en sorte d'être le parti majoritaire, vous allez vivre peut-être une éternité en étant la minorité. Et ce n'est pas une particularité d'un pays comme le Togo. Partout dans le monde, quand vous êtes minoritaire dans une démocratie. Bon, on ne va pas faire une émission sur le cas togolais, mais bon, le suffrage universel direct permettait quand même aux populations de parler directement à celui qui dirige son destin, plutôt que de passer par des représentants. De parler? Et de quelle façon? Est-ce que ce qu'il disait était pris en compte? Est-ce que celui à qui il parlait prenait en compte ce qu'il disait? Non, je pense que ce que le Béninois avait comme motivation essentielle pour voter pour quelqu'un, c'était son argent. C'était son argent. Et tant que nous n'avons pas réglé ce problème fondamental, nous pouvons nous amuser à croire que nous sommes dans une belle démocratie, mais ça ne sera jamais une belle démocratie tant que le suffrage du citoyen est acheté. Et que, de façon très illégitime, quelqu'un peut venir s'installer au pouvoir parce qu'il a de l'argent. Allez, c'est Carlos, ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là.